Merci Audrey, bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer directement dans ces interventions et dans cette matinée, je voudrais rappeler simplement à tous les présents de bien éteindre vos micros, s'il vous plaît, pendant que chacun ou chacune prendra la parole, parce que sinon il y a des petites perturbations. Donc merci beaucoup. D'abord, merci à Audrey et à l'Institut pour la photographie pour cette journée. Moi aussi, je suis très heureuse qu'elle puisse avoir lieu. Ça s'inscrit aussi dans des collaborations que le CEAC peut avoir avec l'Institut. Et voilà, c'est toujours très fructueux pour l'Université de Lille et pour nos étudiants. Je vais remplacer Géraldine Pousse du mieux possible. Hein. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais néanmoins, juste un mot peut-être sur cette collaboration. Je me souviens, Audrey, que tu étais venue à l'Université de Lille, invitée par Thomas Golsen et l'IRIS, justement pour présenter tes recherches dans le cadre de ta bourse de recherche de l'Institut. Et c'est de là aussi, de ces échanges, il me semble-t-il, qu'était née cette envie de réaliser cette journée. Donc, encore une fois, je m'en réjouis beaucoup. Alors, quelques mots pour te présenter, Audrey, rapidement. Tu as dit déjà beaucoup de choses sur tes recherches et je pense que beaucoup des présents te connaissent. Mais je voulais rappeler que tu es donc docteur en histoire et civilisation de l'EHESS, que tu as soutenu une thèse en 2015, je crois, intitulée « L'image de mai 68 du journalisme à l'histoire ». Tu as également été co-commissaire de l'exposition Icônes de mai 68, les images ont une histoire, en 2018 à la BNF. Et il me semble, mais tu pourras le confirmer, que tu prépares une exposition sur la photographie, sur le photographe de presse indépendant, Élie Kagan, pour cette année peut-être, ou les mois à venir. Et puis, tu as été, donc, comme nous le savons, lauréate de la bourse de recherche de l'Institut pour la photographie de Lille en 2019 et lauréate en 2020 d'une bourse de recherche de l'INA qui porte, comme tu l'as dit, sur la documentation médiatique à partir de la photothèque de l'ORTF et autour des usages des photographies comme appui rédactionnel au JT. Donc, je te laisse la parole pour une demi-heure. Pour toutes les questions, comme tu l'as dit, hein, vous avez le chat ou également, à l'issue de la présentation d'Audrey, vous pouvez utiliser le petit bouton réaction qui vous permet de lever une petite main et nous vous donnerons la parole. Merci, Audrey. Merci. Alors, je l'ai dit, cette intervention présente un projet de recherche interdisciplinaire qui voudrait à terme rejoindre la période des années 60-80 en France. Il s'agit donc de travailler sur les producteurs d'images et leurs relations avec les services rédactionnels de l'ORTF, en précisant les liens de cause à effet avec la gestion de tels fonds, notamment par les iconographes. Ces métiers moins connus des agences de photographie sont souvent la mémoire de l'organisation et de la gestion des fonds photographiques, que ce soit du point de vue de l'indexation, des choix, des éditions, des sujets, des arborescences, des hiérarchies commerciales, des circuits de circulation des images pour les obtenir ou les vendre. Ces fonds gardent souvent la trace de leur circulation dans leur matérialité, et c'est elle, avec les témoignages, qui servent de guide à ces recherches. Le contexte de la photographie d'actualité ici est intéressant puisqu'il s'agit d'une période tout à fait signifiante à plus d'un titre. La période de l'ORTF, donc 64-74, est une période qui amorce ou qui marque plusieurs évolutions importantes pour ce qui est de la conservation des images en France. C'est une période où se mettent en place des principes de conservation des images audiovisuelles, télévision et radio, à la suite de l'éclatement de l'ORTF qui va notamment déboucher sur la création de l'INA. C'est une période au cours de laquelle des conservateurs et des conservatrices de certaines institutions vont poser la question d'une spécificité archivistique de la photographie dans ses acceptations multiples. C'est une période d'évolution de certains des métiers de ces images, le métier d'iconographe qui s'institutionnalise et celui de documentaliste qui s'organise pour les fonds audiovisuels, la radio et la télévision. Enfin, c'est une établit progressivement des formats qui vont se stabiliser à la suite, tout en étant héritière de la décennie précédente de la RTF, 54-64. C'est donc une période qui se situe entre continuité et renouvellement pour ce qui est de la fabrique de l'actualité.
De même, du côté des agences de photographie, qui sont un interlocuteur majeur des journaux télévisés, on va trouver à ce même moment un renouveau dans les agences de photographie de presse qui va précéder le boom économique qui sera le leur dans les années 80-2000, au cours duquel, justement, va se construire cette idée d'une photographie de news extrêmement de très grande valeur, puisque c'est le moment où elle va atteindre des chiffres de vente exceptionnels. Et puis, qui va aussi ensuite être confrontée au changement par le numérique dans les années 2000. Ce changement, il nous intéresse puisque c'est un moment où tout le matériel argentique coûteux et envahissant à conserver va être lui-même revisité par les métiers dont on parle et donc leur redonner une visibilité à cette occasion pour dans le même temps que les entreprises médiatiques s'en délestent pour éviter le coût et je dirais même l'encombrement qu'il représente. Alors, toutes ces questions participent d'une façon ou d'une autre à l'élaboration d'une culture visuelle de l'actualité qui a pour habitude de se raconter par le prisme du news, justement, de l'événement, du scoop, dans ses récits et dans ses promotions, que ce soit du côté des agences de photographie ou du journal télévisé, qui insistent systématiquement sur cet aspect de leur activité. En prenant en compte l'existence d'un autre destinataire des photographies d'agence, à savoir les journaux télévisés, et non plus seulement la presse d'information que j'avais traitée dans ma thèse. Ça m'a donné conscience que ces photographies ne circulent pas seulement dans le contexte médiatique comme des documents d'actualité, mais en étant aussi explicitement associées à des services de documentation, y compris pour le traitement de l'actualité. Ces photos d'agence, achetées par l'ORTF selon des conventions et des accords, tombent dans la photothèque d'actualité de l'ORTF et rejoignent les services techniques de documentation, à l'intérieur duquel existe aussi un service interne de photographie. Cela conduit à revisiter les agences de presse et les circuits ou canaux de circulation des images, à reconsidérer la description des acteurs et actrices du marché des images, à reconsidérer la place de la photo comme outil de documentation qui, depuis les agences, correspond en partie à ce qu'on appelle en interne les demandes icono, à penser le news comme une spécificité, une spécialisation dans un vaste marché des images, segmenté par ailleurs, notamment et aussi par les commanditaires, éditions, presse, institutions. Pour le dire autrement, et c'est les deux seules images que je vais vous montrer, quand en ouverture d'un journal télévisé en ouverture d'un journal télévisé, 24 heures sur la une, le 20h du 24 décembre 1963, alors qu'on est en réveillon de Noël, et face à des actualités qu'il jugeait désolantes, Léon Zitrone déplore de ne pouvoir montrer des émissions drôles, charmantes, et affirme, je cite, « Ce n'est pas nous qui commandons l'actualité, elle est ce qu'elle est. » Et Léon Zitrone pense ici aux journalistes. Ce journal télévisé qui commence par un petit film, un générique, monté de façon très rapide, incisive, avec une multiplication des coupes. Et c'est des images de caméramans, de photographes en gros plan. On insiste sur la question technique et le côté spectaculaire des prises de vue, avec ces prises de vue à toute vitesse sur une moto, dans un hélicoptère. Bref, un générique qui nous raconte l'aventure de l'actualité, une aventure principalement masculine. Aujourd'hui, j'aimerais qu'à ce récit de l'aventure de l'actualité, on oppose, ou plutôt on mette en regard à ce récit de l'actualité, ce récit-là, le quotidien de la fabrique de l'actualité, souvent féminin, de gestes beaucoup plus discrets dans le récit qui se raconte, et pourtant central. Donc, mettre en évidence une autre iconographie de cette photographie, de l'actualité, rendre visible d'autres usages des images en actualité, et surtout d'autres acteurs, et je dirais même actrices de cette fabrication.
Ces petits métiers, traditionnellement relégués au rang de subalternes et largement invisibilisés, je postule effectivement, avec d'autres, dont Anna Tible, qu'ils contribuent activement, au contraire, non seulement à l'interprétation du sens des images et des fonds, mais aussi à la structuration du visible, par leur rôle dans le choix des images mises en circulation. À rebours donc des doutes que formulaient certaines des interlocutrices d'aujourd'hui quant à l'intérêt de leur témoignage. Ces métiers sont étudiés par les sciences de l'information et de la documentation, notamment en infodoc, qui va jusqu'à prendre en charge ces formations professionnelles. Mais les logiques de documentation à l'œuvre dans le contexte médiatique restent peu décrites en histoire de la photographie, des médias et plus généralement des formes illustrées. Ils ont rejoué, je le disais tout à l'heure, leur rôle au moment du tournant numérique, quant à la gestion d'agences. Parmi le matériel argentique a été sélectionné ce qui serait conservé dans les bases de données. Comprendre cette infrastructure des images en général me permet de questionner plus précisément ensuite comment elle intègre ou comment elle participe et quelle influence elle a sur la fabrique de l'information et de l'actualité. Je dirais en Occident, en parlant de l'écriture de l'histoire à cette période. En ce sens, ce travail nourrit une histoire culturelle et sociale de la photographie, plus largement des producteurs d'images. Alors, pour poursuivre mon intervention, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai pu pour l'instant réunir sur le métier d'iconographe, qui est encore pas mélangé, mais très associé à ce que je réunis aussi sur le métier de documentaliste. Et puis, je reviendrai un petit peu sur comment ça se passe dans le cadre médiatique, puis dans le cadre médiatique d'actualité. Vous l'avez compris, c'est des recherches qui sont plutôt du côté de l'hydre que quelque chose d'extrêmement circonscrit. C'est aussi pour cette raison que cette journée d'études est complètement intégrée à ce projet. Et donc, ça ressemble parfois à des collages plus qu'un long déroulé très logique. Alors, l'iconographe, véritable mémoire de l'organisation et de la gestion des fonds d'images fixes, est à l'interface entre ces fonds et la circulation publique des images. C'est un métier de l'ombre, aux frontières poreuses avec ceux de documentalistes et d'archivistes, une figure professionnelle peu décrite, peu connue dans l'histoire de la photographie, des médias et plus généralement des formes illustrées. Profession plutôt précaire et féminine, comme ceux de documentalistes et d'archivistes, en contexte médiatique, il appartient au métier de service et de gestion des fonds d'images. Il est invisibilisé, en particulier à la télévision, qui est un univers extrêmement hiérarchique, et genré, comme en attestent encore aujourd'hui les gestionnaires de photothèques ou de fonds à qui j'ai eu affaire, qui sont majoritairement des femmes. La profession distingue l'iconographe attaché à un fonds qui répond aux demandes extérieures concernant des images de ce fonds, l'iconographe d'agence par exemple, l'iconographe attaché à une structure, une maison d'édition, une rédaction presse ou l'ORTF, qui cherche des images dans différents fonds internes et externes pour répondre aux besoins de sa structure, et l'iconographe indépendant enfin, qui cherche parmi différents fonds les images qu'on lui demande de trouver. Pour cette enquête d'histoire orale, j'ai choisi le principe d'entretien semi-directif dans l'idée d'une enquête socio-historique. Pour l'instant, j'en suis à une quinzaine d'entretiens, à peu près. Et donc, leur parole est parfois sertie de timidité ou au contraire, et c'est plutôt la majorité, ravie de trouver là une occasion de s'exprimer sur leur travail. Je les mène de façon synchronique en essayant de trouver des témoins de la période des années 60-70, ce n'est pas très simple, ou des témoins qui ont la mémoire de cette période, et une approche plus diachronique pour pouvoir travailler sur les évolutions par les générations et voir aussi les ruptures et les continuités dans les pratiques. Comme souvent en matière d'images comme de médias, utiliser comme repère ce qui se faisait avant la période étudiée, donc la RTF, ou après, permet d'identifier des logiques professionnelles à l'œuvre, des héritages et des transmissions, des savoir-faire qui permettent de contredire souvent des intuitions que nous avons, nous, en arrivant par la recherche. Alors, iconographe, tout à l'heure, j'ai dit que c'était pris en charge par
par les infodocs. Mais donc, bien sûr, il y a aussi cet ouvrage qui vient plutôt de la profession, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de livres, enfin, il n'y a pas beaucoup de livres, mais il y a pas mal de ressources qui viennent pour expliquer ce qu'est la profession, ou le livre de Olivier Lugon sur Nicolas Bouvier. Mais c'est vrai que ce n'est pas une profession qui, pour l'instant, a fait l'objet de beaucoup de publications. C'est un terme polysémique et les hésitations dans sa dénomination, iconographe, picture editor, rédacteur photo, archive manager, témoignent des tâches multiples qui sont les siennes entre vente, gestion, archive et édition. Pour les activités, on peut retrouver assez vite comment dans les sources, on explique le tissu d'agence à laquelle elles font, elles font appel. Pour ce qui est un important travail sur la question des droits qui s'est accentué au cours du temps et qui aujourd'hui devient une majorité de ce qu'elles ont à faire. On parle même de sourcing, clearance, avec des services iconographiques qui augmentent leurs services juridiques en termes de personnel, et un métier qui est absolument dépendant des évolutions techniques de la gestion des bases de données. Alors, sur la polysémie du mot, je pense que Olivier Lugon en parlera, et je voudrais revenir un petit peu sur la dimension genrée de cette profession, avec quelques observations à ce stade. Le fait, pour commencer, que les inscriptions à cette journée d'études sont pour plus des 3/4 des femmes, et dont beaucoup viennent du milieu professionnel, ce qui, au passage, me réjouit. C'est une profession massivement féminine, métier de service, métier de support, je l'ai déjà dit, elles me l'ont toutes dit. J'ai interviewé aussi certains hommes, il y en a, mais ils sont peu. On observe, ou elles observent systématiquement dans leur formation, un ratio qui est de l'ordre de 3/4 de femmes pour quelques hommes, quand il y a des hommes. Ou une autre personne qui m'indique que sur un service de documentaliste composé de 45 personnes, 6 hommes sont présents. Alors, cette présence masculine a tendance actuellement à augmenter, puisque c'est un métier qui voit se développer des évolutions techniques, je dirais même technologiques importantes, qui redonnent une forme d'attraction à ces tâches, visiblement du côté masculin. Plusieurs m'ont aussi décrit un environnement donc féminin de travail dans lequel il y a un vrai bien-être à travailler, qui est moins soumis aux histoires d'ego, de tension et de domination. Plusieurs l'ont exprimé, qui dans une expression dans un contraste avec le témoignage d'une des rares personnes avec qui j'ai pu discuter directement de la période plutôt 70 que 60, qui pour le coup était la seule femme à la vente et qui, elle, a travaillé dans un contexte de rivalité extrêmement fort. Donc, j'ai utilisé documentaliste, vente et iconographe. Ces métiers ne sont pas les mêmes, mais ils flirtent les uns avec les autres et souvent on fait partie des carrières. Je voudrais insister aussi sur le fait que c'est des femmes cultivées, qui ont souvent un cursus d'études avancé, minimum bac plus 4, bac plus 5, qui viennent de milieux plutôt classe moyenne supérieure ou bourgeoise, et qui sont actives dans leur démarche professionnelle. C'est des femmes autonomes, audacieuses, qui sont plutôt entreprenantes par rapport au travail qu'elles ont à faire. Sur ces questions-là, le PowerPoint d'Anna Tible est très clair, donc on pourra en reparler avec son travail. Voilà, et j'ajouterais que à ce stade du travail, ça me semble un métier plutôt parisien, à minima urbain, mais je crois plutôt parisien. C'est-à-dire qu'on fait face ici à des circuits d'entreprises qui sont quand même extrêmement, pour ce qui est de la France, concentrés dans le bassin de l'Île-de-France. Du point de vue du statut, c'est des statuts plutôt précaires ou fragiles, avec vraiment une distinction très nette entre les personnes qui travaillent comme salariés dans des grandes structures, qui travaillent dans des conditions relativement confortables à tout point de vue, et des personnes plus dans l'indépendance ou le CDD ou le contrat ponctuel,
qui sont beaucoup plus vulnérables et donc absolument dépendantes aussi des conditions des commanditaires qui n'hésitent pas à abuser de l'expression métier de soutien ou de service par rapport à leurs demandes. À ce titre, certaines me disent avoir pu accéder à la carte de presse, plutôt du côté des documentalistes, quand du côté des iconographes, au contraire, elles n'arrivent pas encore à... Les syndicats qui n'arrivent pas encore à le faire clairement, quand bien même l'Association nationale des iconographes, l'ANI, il travaille de son côté. Voilà, alors... Un dernier point sur ça, et qui est aussi une façon d'annoncer l'intervention de cet après-midi avec la déferlante. Quel impact tout cela peut-il avoir sur les images qui circulent du point de vue de la conservation et de valorisation des fonds? C'est par exemple raconter comment on va intervenir dans l'indexation contemporaine pour introduire, à titre d'exemple, le féminin de certains métiers qui n'existent pas encore dans une base, ou introduire des mots-clés comme féminicide, qui pour l'instant ne sont toujours pas dans une base. Donc ces questions-là, on reviendra dessus avec Camille Pillas et Ingrid Millot cet après-midi. Alors, dans le contexte plus précis de l'agence de presse, des médias, pardon, en 1972, une enquête qui était destinée à aider les responsables de la bibliothèque de ce qui allait devenir le Centre Pompidou précise les objectifs du service iconographique et elle est menée sur les besoins auprès des usagers potentiels de l'iconographe. Dans le rapport qui résulte de cette enquête, donc 72, on est vraiment dans cette période cruciale pour toutes ces questions, les enquêtés se divisent en deux groupes, le grand public ou les spécialistes, spécialistes parmi lesquels et en premier lieu sont nommés les iconographes. Sur les 16 iconographes interviewés, 2 sont iconographes à l'ORTF, explicitement inscrits. Il n'y a pas leur nom et ce rapport dessine en creux quelques aspects de la production, de cette profession, où on apprend qu'à l'ORTF, ils et elles puisent leur image surtout dans les agences. Cependant, ces iconographes de la télévision, comme ils sont cités, ne sont mentionnés dans aucune des archives de l'ORTF conservées aujourd'hui, ni aux archives nationales, ni à l'INA. Et il reste un point aveugle de ces gestions de fonds et de la description de ces personnels. De la même manière, l'iconographe documentaliste de photographie d'agence qui vendait des images à l'ORTF, à l'autre bout de la chaîne, n'apparaît pas davantage dans ces archives. En agence, au sein même de la proposition, au sein même de l'iconographe documentaliste, au sein même de la profession d'iconographe, l'iconographe en agence, c'est peut-être celle qui est la moins valorisée. Elle appartient vraiment aux petites mains de l'information. Les petites structures pratiquent la polyvalence dans les années 70 et les grandes structures distinguent 3 types d'iconographes. L'iconographe commercial, qui est directement en relation avec les clients, à qui il propose des sujets d'image adaptés à leurs besoins et pour qui il gère les cessions de droits et les autorisations particulières. L'iconographe indexeur, qui est en charge de l'indexation du fond visuel de l'agence et n'a pas de contact avec les clients. Et enfin, l'iconographe documentaliste, qui répond à la majorité des requêtes iconographiques et joue un rôle central pour la vente des images et l'exploitation du fond en agence. Dans une agence comme Sigma, elle appartenait au service vente des images, puisqu'elle répondait aux requêtes clients, c'est-à-dire des rédactions, des couvertures de livres, des manuels scolaires, par exemple, qui étaient faites à l'agence. Et elle travaillait aux côtés du service export, autre service de vente, qui gérait les envois pour les correspondants de vente à l'étranger et les vendeurs de terrain. Les vendeurs de terrain allaient, eux, dans les rédactions pour proposer des sujets produits par la vente, avec ou sans exclusivité, qui se monnayaient. Ces vendeurs ramenaient beaucoup d'informations utiles à la rédaction à propos des sujets qui intéressaient les clients. Iconographes et vendeurs travaillent ensemble, mais ont 2 statuts très différents. Le salaire ou les commissions pour les vendeurs étaient bien plus élevés que celui des icono-documentalistes. Et à Sigma, ils n'étaient d'ailleurs pas aux mêmes étages,
en un effet symbolique, mimétique de leur statut, les iconos travaillaient près des archives au rez-de-chaussée et les vendeurs près des rédactions à l'étage. Ces personnels peuvent donc raconter les pratiques et usages effectifs des fonds, affranchis des discours promotionnels qui insistent sur l'actualité aventureuse au détriment des autres activités de l'agence. L'organisation des fonds en agence garde aussi la trace matérielle de ces conflits de classement, aussi bien du point de vue synchronique que diachronique, résultant de l'exploitation complexe des images. Car pour une structure productrice de photographie, ces deux principes de vente, par les vendeurs vers l'extérieur soumis au diktat de l'actualité et à sa forte concurrence, par les iconographes depuis l'intérieur pour les ventes quotidiennes souvent décontextualisées, sont deux logiques de classement qui ne sont pas superposables, voire qui se contredisent. L'observation de ces usages, pour nous, fragilise l'évaluation du contenu visuel ainsi que de ses catégorisations qui ne s'avèrent pas essentielles, mais au contraire culturelles, contextuelles et historicisées. Dans le contexte de l'actualité télévisuelle, les usages des images sont multiples. Et je renvoie ici au travail de Jean-Stéphane Carnel, qui en sciences information et de la communication, et raconte comment les demandes iconographiques du journal sont pour plus de 20% des demandes qui n'ont rien à voir avec l'actualité, quand bien même c'est des productions d'actualité. J'observe le même phénomène avec la photographie. Et je voudrais donc terminer en vous parlant de cette culture de la documentation plus générale à la télévision, aussi bien au moment de l'ORTF que de façon contemporaine, en prenant l'exemple et l'entretien que j'ai mené avec la responsable actuelle de la médiathèque Info à France Télévisions, où l'on revoit comment ces structures qui permettent de construire les sujets soutiennent toute la facture plus reconnue de la part de l'actualité. Alors, en 72, un petit guide des sources de documentation de l'Office est distribué dans les services. Je cite, « L'Office est vaste et sa documentation innombrable. Dans ces conditions, la recherche d'un document est parfois longue. Ce petit guide, à usage interne, est destiné à la facilité. Ce guide répertorie 9 grands genres de ressources documentaires pour l'ORTF. La documentation artistique, la documentation politique, économique et sociale, pour tout ce qui relève de l'actualité, la documentation générale, la documentation technique, la documentation sur les radios et les télévisions françaises et étrangères, la documentation sur les pays étrangers, la documentation spécialisée et la documentation pour le personnel en stage et le bureau des traductions, à quoi s'ajoutent les bibliothèques des personnels. Il existe donc une vraie culture de la documentation à l'ORTF, ces ressources étant importées ou produites en une spécificité de l'institution qui développe par ailleurs une véritable conscience du patrimoine, comme en témoignera la création en 1972 de la Commission pour la politique de conservation qui aboutit à la fondation de l'INA en 1974. Les photographies sont mélangées à cet ensemble documentaire très important. Les chaînes de télévision s'organisent autour de 2 grands pôles, l'actualité et la production de magazines, documentaires, fiction, plateau. Ils ne sont pas aux mêmes endroits géographiquement. L'actualité était à Cognac-G et la production au But-Chaumont. Chacun avait sa propre médiathèque. Partie de cet ensemble documentaire, la photothèque de l'ORTF était elle-même répartie sur ces 2 lieux. Il existe très peu de documentation sur la photothèque elle-même. Cependant, les réflexions globales des institutions autour de la conservation des fonds d'images au tournant des années 60-70 en France ont laissé des traces sur ce qui est attendu d'un tel outil par ses utilisateurs. Leurs attentes s'expriment notamment dans les projections faites pour de futurs locaux nouveaux. La photothèque, pense-t-on alors,
est un instrument de travail important qui doit être d'un accès facile et rapide par le plus grand nombre. On atteste des plans préparatoires de déménagement dans les locaux de ce qui deviendra plus tard Radio France. Il révèle de plus la nécessité de sa proximité avec le service de télétransmission, le bélinographe ou la salle des Belins, et un étage supplémentaire où on trouverait le laboratoire photo, le téléphoto ainsi qu'un service de documentation et la photothèque serait bienvenu. Si pour ces réalisateurs, la photothèque demande à être étoffée, pour les scripts comme pour les documentalistes, il faudrait surtout regrouper géographiquement les deux photothèques. Leur séparation, production au but de Chaumont et actualité à Cognac-G, crée un éparpillement du stock et elle est vécue comme une perte de temps considérable, voire un gâchis quand des clichés présents dans la photothèque sont rachetés aux agences parce qu'on n'a pas su les trouver. À terme, cette photothèque qu'imaginent les documentalistes intégrerait la cinémathèque afin que tous les supports audiovisuels de documentation soient réunis. Les sources permettent ainsi d'entrevoir différents projets, y compris ceux dont rêvent les employés, et de penser la façon dont ils et elles imaginent leur travail. En expertes du fond iconographique, elles aimeraient aussi avoir la main sur les décisions à prendre pour l'alimenter et choisir ce qui relève d'une conservation en photothèque ou pas. Donc, tout ça, c'est des résumés des verbatims dans ces rapports. La spécificité de la photothèque d'actualité de l'ORTF est qu'elle est construite par des productions internes, le service photo de l'ORTF, mais aussi externes, les agences. L'ensemble de la documentation de l'actualité télévisée de l'ORTF était donc ainsi composé à la fois d'une documentation écrite et visuelle. La documentation écrite à consulter sur place par les journalistes des actualités télévisées se compose de journaux sous forme de collection, comme François, Le Figaro, Le Monde. Les autres journaux ne pouvant être conservés que 3-4 mois en moyenne, en raison de manque de superficie. Des dossiers de presse sur des sujets les plus divers, les halles, la pilule, les rapports Est-Ouest, le Bangladesh, le service militaire, etc. Des encyclopédies, des dictionnaires, des guides, des livres d'histoire. La photothèque est destinée à servir les journaux, les magazines et les journaux télévisés, et accessoirement la production. Photothèque et diapothèque sont donc destinés aux journalistes de l'actualité télévisée, aux réalisateurs et aux assistants de réalisation. Elles se caractérisent par une importance numérique de leur matériel qui va jusqu'à 17 000 diapositives couleurs, auxquelles s'ajoute une énorme quantité de photographies noir et blanc. Je le disais, sa spécificité, bien qu'elle renferme des photographies en provenance du service interne et de producteurs d'images externes. Ces tirages, j'insiste sur ce point parce que, d'une part, je voulais montrer combien la structure de documentation est lourde pour le journal télévisé, pas du tout anecdotique, et d'autre part, parce que le fait qu'il y ait deux sources de production majeures a des conséquences sur la conservation actuelle des fonds, puisque les questions de droit font que les photographies de producteurs externes sont conservées aux archives nationales et dorment, alors que les photographies qui sont produites par le service interne de l'ORTF sont à l'INA qui les exploite encore. Audrey, je t'interromps. Il faut que j'arrête. Hein. Une minute, si tu veux bien conclure, désolée. Parfait. Alors, donc voilà, je voulais terminer sur ces histoires de droit. Je laisserai parler les professionnels dessus qui seront plus clairs. Juste finir par vous dire que toute cette armature de documentation de l'ORTF se retrouve aujourd'hui à France Télévisions dans la médiathèque Info, qu'elle a exactement les mêmes fonctions, les mêmes diversités et qu'elle montre des circuits d'images déjà très établis. Par exemple, alors qu'elle est très proche de la photothèque interne de l'INA, enfin de l'ORTF à l'INA, c'est une source qui n'est jamais sollicitée. Et donc, on va pouvoir réfléchir à des canaux de circulation qui, une fois qu'ils sont posés, ne sont plus rediscutés. Et je voulais terminer aussi en vous parlant de plusieurs projets, mais je vais surtout insister sur un, puisque dans 2-3 semaines se passe une journée d'études à l'INA, à l'INHA, le 25 juin, une journée d'études qui a été pensée par Marie-Ève Bouillon, Éléonore Chaline, Laureline Mézel et la revue Photographica, qui va elle aussi questionner tout ce qui se passe derrière les images,
pour une histoire culturelle des producteurs d'images du 19e siècle au 20e siècle. C'est le 25 juin prochain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Audrey pour la richesse de ta présentation qui ouvre énormément de pistes et qui met en lumière effectivement, comme tu le dis, tout ce qui se passe derrière les images. Nous avons une dizaine de minutes pour échanger avec toi, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas forcément l'ensemble des présents. Donc n'hésitez pas sinon à ouvrir votre micro si vous voulez poser une question directement. S'il n'y en a pas tout de suite, moi, je veux bien rebondir sur cette question juridique que tu as évoquée à deux reprises et sur la fin un petit peu. Tu parles aussi de cette montée en puissance, on pourrait dire, des enjeux juridiques et des services juridiques aussi dans ce cadre. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce point, même si cet après-midi, vous y reviendrez, mais... Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire les questions de droit dans les années 60-70, c'était payer une image pour pouvoir s'en servir. Elles deviennent plus massivement présentes dans la gestion de ces fonds au moment de la conservation, puisqu'entre-temps, on va rigidifier la question des droits des images. Et donc, ça participe, ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, en recherche sur les images, ça participe à ce à quoi on a accès ou pas, d'avoir ces constructions de droit. Pour parler de manière plus claire et sur le contemporain, les iconographes qui sont donc toujours chargés de gérer aussi le contrat avec l'utilisation de l'image ont vu se développer un pan de ce travail de manière massive qui est d'identifier clairement la source de cette image et des droits à payer et à qui, au point que se développe, alors je pense qu'il y a deux vocabulaires là que j'ai essayé c'est-à-dire le sourcing, identifier qui a les droits à des images, et la clearance, c'est-à-dire assurer le client ou le commanditaire qu'il peut s'en servir dans les conditions qu'il a demandées à tel tarif de manière fiable et sûre. Ces deux aspects du travail font qu'il y a certaines agences recherchistes, comme on dit, on fait le choix non pas d'embaucher des iconographes en plus ou des documentalistes en plus, mais des personnes qui puissent répondre aux questions de droit. Elles ont développé un service juridique, en fait. Merci pour tes précisions. Est-ce que du coup, ça empêche un certain nombre d'images d'être visibles? Est-ce que ça, on pourrait dire, crispé un peu cette ralenti finalement l'accès aussi à un certain nombre de représentations? Oui, alors ça, c'est des choses sur lesquelles moi j'ai encore du mal à poser des formules très claires, mais c'est évident que tout ce travail de l'infrastructure, sur ces infrastructures, et donc dont les droits sont un aspect, c'est mettre en évidence les entonnoirs, en fait. Et donc, quand je parlais de conditions de visibilité au début de l'intervention, c'est-à-dire que ce qu'on voit est très peu et se réduit toujours plus, alors même qu'on a l'impression de voir de plus en plus de choses. En tout cas, si on veut s'arrêter, si on veut travailler dessus, et oui, on va être... on est plutôt dans des effets de limitation que d'amplification, en fait. Et après, là-dessus, il y a aussi le fait que c'est des entreprises privées ou des industries, hein, c'est même des groupes énormes. Et donc, il y a tout un jeu aussi sur la confidentialité industrielle et le secret industriel qui n'aide pas non plus à faire la part entre on le voit parce que ce n'est que ça qui existe, on le voit parce que ça a été choisi, on le voit, etc. Parce que, voilà. Et donc, et la conservation publique participe à ces effets d'entonnoir puisqu'elle est elle-même soumise aux mêmes questions de droit. Merci Audrey. Y a-t-il une ou deux questions? Nous avons encore un petit peu de temps. Même dans le chat, hein, si c'est plus simple. Alors,
moi, je peux bien en poser une autre. Je ne sais pas dans quelle mesure il sera possible d'y répondre. Et bon, quand tu as présenté le métier d'iconographe et en insistant aussi sur le fait que ce sont donc principalement des femmes cultivées, je crois que tu as dit, tu as parlé d'autonomie et d'audace, hein, et je me demandais ce que tu entendais par audace, c'est-à-dire dans quelle mesure, dans les choix qui sont faits pour répondre à une demande, il y a des propositions de photographie audacieux justement, et qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que c'est une façon aussi d'interpréter l'actualité, voilà, d'orienter, et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette audace dont tu parlais? dont je parle. Merci, parce que ça va faire le lien tout de suite avec le travail d'Anna Timl. Donc, il y a l'audace, effectivement, comme force de proposition, c'est-à-dire, puisqu'on a une demande d'image, on répond on soumet une proposition d'image. Et il y a un article de l'historien Laurent Bill, qui est allé interviewer un iconographe en agence d'archives il n'y a pas très longtemps, et qui s'étonnait que ce soit l'iconographe, l'interlocuteur ou le décisionnaire sur les images et pas l'auteur des livres, par exemple. Bon, ça, c'est du point de vue des personnes qui travaillent dans les images, c'est pourtant le b.a.-ba. Donc oui, il y a ces forces de proposition qui peuvent aller jusqu'à l'angle d'un sujet pour ce qui est de l'actualité, qui ne se dit pas. Et donc après, par rapport à ça, l'idée, c'est plutôt de redonner une place à ces métiers qui ne sont pas que du support. Mais il y a aussi une autre façon d'être audacieuse, et ça, c'est le travail d'Anna Timl. Donc, on va regarder le PowerPoint ensemble. C'est que, par exemple, pour ce qui est de l'archivage des productions audiovisuelles de la télévision, c'est elles qui ont absolument tout construit. C'est-à-dire, c'est les documentalistes qui ont pris en charge et qui ont pris la responsabilité de commencer à conserver et à organiser la conservation des productions audiovisuelles. Et voilà, donc ça, c'est une forme d'audace très importante aussi, je trouve. Oui, merci beaucoup Audrey. Il y a une question dans le chat d'Emmanuel Vergon qui demande quelle part du métier de documentaliste reste-t-il dans la pratique des iconos aujourd'hui? Ouais. Oui, alors effectivement, là, je suis sous les feux de plusieurs professionnels. Je m'excuse pour toutes les imprécisions parce que c'est encore des choses voilà, que je travaille. Est-ce que vous pourriez juste me dire peut-être ce que vous entendez par part de métier documentaliste? Juste ça, pour que je sois plus efficace aussi. Vous voulez, en fait, en termes de traitement documentaire, voilà. Est-ce que les iconographes font du traitement documentaire? C'est ça votre question. Alors, non, effectivement, ce n'est pas la première définition du métier. Et là, il y a une confusion de ma part, c'est vrai. Mais dans la mesure où elles participent à la mise en circulation d'images, qui ne sont pas forcément toujours des images habituelles, ces images, elles participent aussi à leur construire une documentation et elles les refont vivre dans l'espace public. Donc, du point de vue professionnel, c'est faux de le dire, vous avez raison de me reprendre là-dessus. Après, j'espère, à terme, avec plus dans l'avancée des recherches, montrer que faire remonter des images, c'est nécessairement participer aussi à les documenter. Donc, ce n'est pas le traitement documentaire avec la formation professionnelle et toute la lourdeur que ça peut avoir par ailleurs, mais il y a quand même une forme de documentation d'images qui se fait à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Mais j'entends tout à fait que tout ça est encore très, très bancal.